Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Allons plus loin encore ensemble ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique, parlementaire, mais aussi internationale. Dans le grand débat, nous reviendrons sur cette question décidément relancée autour du voile. Elle fait apparaître d'énormes divisions en France et crée un climat très particulier, hostile, voire haineux envers les musulmans, nous disent les signataires d'une tribune publiée dans Le Monde. Ils attendaient une réaction d'Emmanuel Macron, ils l'ont eu. Selon Le Figaro, le chef de l'État trouve irresponsable de faire des amalgames et de stigmatiser. On aurait pu croire que cela suffirait à éteindre la polémique, mais non. La droite demande une nouvelle loi. Pour Édouard Philippe, c'est non. Vous l'avez compris, le sujet pose beaucoup de questions. On va en débattre très sereinement ce soir. #ALPL si vous avez envie, vous, de réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons aussi en salle des conférences, faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices, et ce sera à votre micro, Alexandre Poussard. Et oui, Rebecca, et on parlera également de cette polémique autour du voile dans les sorties scolaires avec Françoise Cartron, sénatrice La République En Marche et ancienne institutrice. Elle a donc une expérience à nous faire partager. A tout à l'heure, Alexandre. Avant tout cela, notre match des idées, il va opposer ce soir Christian Cambon à Caroline Galacteros. On va revenir sur cette guerre turco-syrienne. Erdogan reste ferme. Il dit ne pas craindre les sanctions et refuse toute idée de cesser le feu. Que peut faire la France? Le Sénat vient tout juste de faire une série d'auditions, celle de Jean-Yves Le Drian, de Florence Parly, mais aussi de l'ambassadeur de la Turquie en France. On va en parler dans un instant. D'abord, voilà ce qu'il faut en retenir avec Léa Demirjian. Des nuages de fumée noire pour ralentir l'avancée de l'armée turque. Depuis ce matin, les forces kurdes brûlent du carburant, comme un dernier recours, car malgré les pressions internationales, Erdogan refuse tout cessez-le-feu. Notre proposition est la suivante. Tout de suite, ce soir, que tous les terroristes déposent leurs armes et leurs équipements, détruisent toutes leurs fortifications et se retirent de la zone de sécurité que nous avons fixée. Face à l'inflexibilité du président turc, la France rappelle la décision prise avec plusieurs pays européens de suspendre les exportations d'armes vers la Turquie. Notre objectif, c'est de poursuivre avec nos partenaires de l'Union européenne toutes les initiatives possibles en vue de conduire la Turquie à mettre un terme à cette opération. Mais, compte tenu des décisions turques et de l'unilatéralisme dont la Turquie a fait preuve, ne nous voilons pas la face. Demander, condamner, inciter, nous le ferons. Obtenir sera beaucoup plus difficile. Preuve en est l'audition en urgence ce matin de l'ambassadeur de Turquie en France. Dans ces conditions, nous avons obtenu peu d'explications convaincantes de la part de l'ambassadeur de Turquie. Il n'y a pas eu de vrai doute à comprendre que la Turquie envisage de rester le temps qu'il faudra. Donc ça veut dire qu'ils peuvent être là des semaines, peut-être des mois, peut-être plus. Côté américain, Donald Trump a décidé de dépêcher en Turquie son vice-président pour négocier une trêve. Et avec nous pour ce match des idées, Caroline Galacteros, bonsoir. Vous êtes géopolitologue, présidente du think tank Géopragma et auteur de ce livre Vers un nouveau Yalta. Christian Cambon est également avec nous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. On vient de vous voir dans le sujet de Léa Demirjian. Vous êtes sénateur du Val-de-Marne et président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat. Christian Cambon, Erdogan ne cède sur rien. Il assure qu'il ira jusqu'au bout. Est-ce que la France est face à un mur ? Pas simplement la France, le reste du monde, en tous les cas l'Europe et même le président des États-Unis qui a, par une démarche assez maladroite, autorisé cette action, puis après semble le regretter en menaçant maintenant celui-là même qu'il a laissé attaquer et qu'il a soutenu. Donc la France fait ce qu'elle peut, comme le Premier ministre l'a dit. On peut utiliser le ministère de la parole, mais face à M. Erdogan, c'est assez compliqué, parce que cette affaire ne date pas d'hier. Et on savait depuis longtemps qu'il se préparait quelque chose. La confrontation entre les Turcs et les Kurdes est une vieille histoire. Et donc, lorsque l'ambassadeur de Turquie nous a dit ce matin que leur objectif c'était la lutte contre les terroristes, c'est un bel argument, mais on n'est pas totalement sûr que derrière tout ça, il n'y ait pas un vaste règlement de compte qui va finir. Ça ne se termine pas bien, car comme d'habitude,
Il y a une dimension humanitaire qui est terrible. Il y a plusieurs centaines, peut-être même déjà 1 millier de morts. 160 000 civils qui sont lâchés sur les routes, déplacés ou réfugiés. Et on est en train, par cette action, M. Erdogan, s'il était logique avec lui-même, n'aurait pas remis Daesh en selle, qui ne doit pas encore ses yeux de voir l'occasion qui lui est redonnée de se réinstaller dans cette région. Et donc tout ça est évidemment très périlleux pour l'Europe et pour la France. Caroline Galacteros, comment vous voyez ce conflit? Comment vous voyez ce qu'essaye de faire la France, qui essaye par tous les moyens d'agir? Et on a l'impression que c'est un peu des coups d'épée dans l'eau, pour le dire simplement. C'est trop tard. Je pense que le sujet n'est malheureusement plus ni la question kurde, ni même la question humanitaire en tant que telle. Ça, bien sûr, ça nous, à titre humain, bien sûr, c'est choquant, c'est ennuyeux, c'est la guerre. Je pense qu'il est trop tard pour pleurer sur notre désastreuse politique moyen-orientale, et notamment en Syrie, et depuis 2012. On est arrivé à un point de règlement clair et net entre les grandes puissances régionales que la Turquie a eu, que la Russie a eu l'intelligence de mettre autour d'une table. Je pense qu'il est donc trop tard pour pleurer. C'est pas la peine ça ne sert strictement à rien. L'offensive. Mais non, mais l'offensive turque, elle est dans les cartons depuis longtemps. Elle a l'aval américain. La seule limite à la bonne volonté, puisque la Turquie est dans l'OTAN, donc Donald Trump ne se passera pas de la Turquie dans l'OTAN. La question, c'est peut-être notre position dans une alliance militaire avec un État comme la Turquie. Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser et dont on pourrait déduire certaines actions ou positions. Mais la seule limite à l'aval donné par Trump à Erdogan, c'est simplement la force de l'alliance turco-russe. N'oubliez pas que Poutine a invité le président Erdogan, il sera à Moscou dans quelques jours. L'axe avec l'Iran est important et lourd. Erdogan joue sur les deux tableaux. Il sait que les Américains, russes, très bien sûr, mais bien sûr. Et donc, je crois qu'il faut arrêter les larmes de crocodile. En revanche, il n'est pas trop tard pour changer de logiciel et pour se rendre compte, parce que le vrai sujet aujourd'hui et pour demain, c'est la reconstruction territoriale et politique de la Syrie. Et là, il y a des choses qui sont faites. La question, c'est est-ce qu'on va vouloir les empêcher au nom de soi-disant réagir, ou est-ce qu'on va les promouvoir? Il y a un processus qui marche et un qui ne marche pas. Celui de Genève ne marche pas depuis 5 ans. Celui d'Astana marche depuis 2 ans. Le président russe, les Iraniens, les Turcs ont réussi à réunir 150 délégués qui vont se retrouver à Genève, puisqu'on va transporter le processus d'Astana dans celui de Genève et essayer de faire ce qu'on appelle le comité constitutionnel de la Syrie. Donc c'est ça dont on devrait parler. Je sais que, bien sûr, l'actualité, ce sont les combats, c'est la fin de cette guerre. Il y a manifestement eu aussi, à mon avis, un deal entre le président russe et Erdogan à propos d'Idlib. Parce que Erdogan jouait un rôle très, très, très louche vis-à-vis de tous les djihadistes qui sont encore à Idlib. Un rôle trouble, Christian Cambon, de la Turquie. On devrait se poser des questions sur le fait que ce soit notre allié au sein de l'OTAN. Écoutez, justement, c'est ce point de l'OTAN moi, qui m'interpelle. J'assistais avec un certain nombre de collègues députés et sénateurs à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN dimanche à Londres. Nous avons interrogé le secrétaire général de l'OTAN de manière assez vive, en demandant si franchement l'OTAN allait prendre une position. Voilà quand même un allié important qui a donné un certain nombre de signes de faiblesse vis-à-vis de l'OTAN, je le rappelle, achat de missiles S-400 à des Russes, ce qui pour l'OTAN est quand même assez difficile à accepter. Puis il y a cette agitation à Chypre, en mer Égée, où la Turquie installe de véritables plateformes dans les eaux territoriales de Chypre, ce qui fait que deux puissances d'une même alliance se battent entre elles. Maintenant, cette affaire de la Syrie, le moins qu'on puisse dire, c'est que... La Turquie ne joue plus le jeu. Oui, c'est un allié qui est plus qu'encombrant. Il y a quelque chose de frappant dans ce dossier, c'est qu'on a le sentiment d'avoir une Turquie un peu seule contre tous. Et quand je dis la Turquie, c'est pas seulement Erdogan, c'est aussi tout le peuple turc qui est derrière lui. Les images de joueurs de foot de l'équipe nationale l'ont prouvé. Ils l'ont encore montré lors du France-Turquie de lundi soir, où ils ont fait le salut militaire, comme ils l'avaient fait d'ailleurs durant tout le week-end. Comment expliquer que tout le peuple turc soit anti-kurde ?
Kurdes. Regardez ce que nous dit Ilan Saygili, l'ambassadeur de Turquie en Suisse cette fois. Dans le quotidien Le Temps, il nous dit « Il ne s'agit ni d'une guerre ni d'une invasion, c'est une opération contre des terroristes. Ils représentent une menace directe pour notre sécurité nationale. Depuis 2 ans, les YPG, groupe armé kurde de Syrie, ont perpétré une centaine d'attaques sur le sol turc. Ils creusent des tunnels à la frontière pour infiltrer leurs militants. » D'où ma question un peu provocante, peut-être, Caroline Galacteros, est-ce que c'est complètement infondé de considérer que les Kurdes sont des terroristes? Trump l'a dit cet après-midi, il a dit les Kurdes ne sont pas des anges. Et personne mais bien sûr, les Kurdes ne sont pas des anges, pas plus qu'aucun des rebelles so-called qui agit dans sur ce malheureux territoire syrien depuis 2012. Et là, nous avons un certain nombre de mea culpa à faire. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Il est évident que du point de vue turc, tout Kurde, sauf peut-être les Kurdes irakiens, parce qu'avec les Kurdes irakiens, la Turquie s'est fort bien entendue, s'est fait livrer du pétrole et avait des accords assez nets, y compris pendant toute la guerre en Syrie. Mais quelque part, ils ont un peu raison. Bien sûr, c'est-à-dire c'est une menace. Oui, bien sûr, il y a une guerre entre la Turquie et les Kurdes, guerre interne. Parce que le monde entier prend le parti kurde, c'est ça qui est surprenant. Oui, mais parce que c'est un peuple sans État, parce que c'est une utopie en fait. Même si ce sont potentiellement des hommes armés qui. Mais ce sont des troupes armées, ce sont de valeureux soldats sans doute, ce sont des soldats qui nous ont été fort utiles, qui ont joué les proxys et qui ont évité aux troupes occidentales de se mettre trop au sol dans ce pays. Donc on a eu besoin d'eux, on s'en est servi. Enfin, je pense qu'il faut. On pêche à la fois par naïveté et par cynisme. C'est effondrant. C'est Christian Cambon, consternant. Des Kurdes, que les Turcs considèrent comme des terroristes et le monde entier se range du côté des Kurdes. Est-ce qu'on sait bien de quoi on parle, Madame Galacteros vient de faire la bonne réponse. Bon, c'est vrai que quand on est dans une guerre, il n'y a jamais un camp tout blanc et un autre tout noir et tout sombre, bien sûr. Ceci posé, ce que l'on peut reprocher à la Turquie, c'est effectivement un problème interne qui pouvait se régler depuis longtemps par d'autres moyens. Il y a eu des condamnations à mort, il y a eu une répression sanglante. Ça dure tout ça depuis des années. Quand l'ambassadeur nous dit comme vous, nous luttons contre le terrorisme. La France lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on met 160 000 personnes sur les routes à les poursuivre? Est-ce qu'on fait 1000 morts? Non. Il y a d'autres manières de régler ces problèmes. Et là, manifestement, la Turquie infeste toute la région d'un conflit qu'elle porte. Elle n'est pas le seul à le porter, car on l'a dit, 35 millions de Kurdes quand même. 35 millions, c'est pas tout à fait neutre, et qui sont répartis sur 4 pays. Donc ça crée évidemment des tensions, et je ne suis pas sûr que ni la Syrie, ni l'Iran, ni l'Irak ne souhaitent voir se constituer en leur cœur un État kurde. Mais je pense que puisqu'ils disent régulièrement, et ça nous a été redit, ils nous disent mais nous ne poursuivons pas les Kurdes, il y a du reste 400 000 Kurdes qui sont en Turquie et tout se passe très bien. Enfin, dès qu'il y a un maire kurde qui est élu en Turquie, ils sont presque de le destituer. Donc il ne faut pas être naïf sur ce plan-là. Et voilà, alors maintenant, comment régler ce problème ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que les Kurdes ont quand même, moi j'insiste quand même sur ce point, et c'est vrai qu'on peut le dépasser, mais c'est vrai qu'on les a utilisés et on les a aussi beaucoup aidés. Absolument. Et ils portent aussi quelque part des valeurs qui sont un petit peu différentes des autres, des voisins. Pas démocratique pour autant, mais oui, c'est vrai qu'il y a tout à fait cet aspect. Après, il ne faut pas oublier que Erdogan fait cela aussi pour trouver sa place et sa position d'influence dans cette zone. Il ne faut pas oublier qu'au début du conflit syrien, il était contre la Syrie. Il avait l'idée d'en faire des confettis, comme un certain nombre d'autres pays, dont le nôtre. Donc il a changé il a changé de camp, mais restant dans l'OTAN, il joue en fait sur tous les tableaux. Mais ça fait des années qu'il joue sur tous les tableaux. Il y a une lutte pour l'hégémonie dans toute cette région. Pour l'hégémonie et pour des zones d'influence, et c'est en train de se faire. Allez, deuxième thème de ce match, l'Europe. L'Europe sur tous les fronts. Voulant agir sur le dossier turc, évidemment, mais aussi sur le Brexit. Accord, pas accord. Hier, les voyants étaient plutôt verts. Aujourd'hui, un peu moins. Il reste d'importants problèmes à régler, nous dit Michel Barnier. Les bases de l'accord sont prêtes, nous a dit tout à l'heure Donald Tusk. Alors, comment le sénateur LR Ladislas Poniatowski, que vous connaissez bien, comment voit-il les choses? Il est membre lui aussi de la Commission des Affaires étrangères et il est au micro d'Alexandre Poussard en salle des conférences.
Ladislas Poniatowski, vous êtes un peu le spécialiste du Brexit au Sénat. Vous suivez depuis des années ce dossier. On est à quelques semaines du dénouement de la fin de la période de négociation. On a l'impression qu'un accord a été trouvé entre Bruxelles et Londres. Est-ce qu'on va avoir un Brexit avec accord ? Pas encore tout à fait d'accord, mais ça bouge dans le bon sens. Depuis lundi, c'est-à-dire depuis le jour où le Premier ministre irlandais et Boris Johnson, Premier ministre anglais, se sont vus, c'est en train de bouger dans le bon sens pour régler le problème le plus difficile, c'est la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Ils ont trouvé une solution, ils ont fait la proposition, elle n'est pas tout à fait satisfaisante pour les 27, parce que pour le moment, l'Irlande du Nord pourrait encore être une porte d'entrée de toutes les fraudes de produits anglais vers l'Europe. Donc il y a encore concurrence déloyale. Donc il y a encore ce problème à trancher. On attend de voir le pas supplémentaire, je suis tenté de dire, qu'est prêt à faire Boris Johnson et qu'il faut qu'il fasse, de manière à ce que ça puisse être accepté. Demain ou après-demain, le Conseil de l'Europe se ferme vendredi. J'espère et je pense qu'on peut trouver un accord, mais l'accord consistera surtout à se donner 3 mois de délai supplémentaire pour régler chaque point. Et puis une dernière étape, il faut en plus que Boris Johnson arrive à faire passer cet accord qu'il va trouver avec les 27 samedi matin devant la Chambre des communes anglaise. Et c'est pas joué, car derrière tout ça, il y a aussi un problème de politique intérieure anglaise. Alors vous avez travaillé également sur le projet de loi qui préparait la France à ce Brexit. Est-ce que la France est prête ? On est un des pays les plus près. Les plus près, que ce soit pour régler les problèmes des Français qui habitent là-bas, qui travaillent là-bas, qui sont en retraite là-bas, pour le problème des Anglais, et puis surtout pour le problème de tout le fret de marchandises entre l'Angleterre et les 27, dont les 3/4 passent par la France. Et là-dessus, on a pris de l'avance sur les autres. On a déjà prévu un certain nombre de, je dirais, dépenses budgétaires, y compris auprès des douanes. On n'est pas... C'est pas qu'on est prêt, on est les plus avancés, incontestablement. Les plus avancés, très bien. Merci beaucoup Ladislas Poniatowski pour vos explications. Merci beaucoup Alexandre et à tout à l'heure dans le grand débat. Je vous voyais réagir Caroline Galacteros à ce Brexit, hors note Brexit. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, Brexit hors note Brexit. Écoutez, moi je trouve que, alors on va dire qu'économiquement, ça n'est pas bon pour l'Europe. Moi je pense que c'est une clarification très nette de la position anglaise, britannique, qui a toujours été... Vous dites comme DSK, entre deux eaux. Ils ont toujours jours. été in and out, ils ont toujours voulu le beurre, l'argent du beurre, et aujourd'hui c'est encore le cas. Donc c'est bon débarras. C'est pas bon débarras parce que ça aura effectivement Je pense qu'ils vont très bien s'en sortir. Alors là, moi je ne crois pas du tout à l'Angleterre qui va sombrer dans la crise une fois qu'elle se sera séparée de nous. Alors là, j'y crois pas une demi-seconde. Ils vont très très bien s'en sortir. Ils prévoient ça depuis bien longtemps. Ouais. Mais je suis aussi très heureuse qu'on ait eu pour une fois une certaine fermeté et qu'on n'ait pas tout accepté, parce que ça partait beaucoup plus mal que le point où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, on était encore en train de leur faire un truc à la carte, pour eux, juste pour pouvoir dire l'Angleterre n'est pas tout à fait partie. Bon, ça là, suffit. Au moins, là, maintenant, il faut être net. C'est aussi le moment pour l'Europe de se poser des sacrées questions sur sa puissance politique, économique, industrielle et en matière de défense et stratégique. Et ça, c'est tout un ensemble de dossiers très lourds qu'il va falloir pouvoir envisager avec la même fermeté et la même détermination. Christian Cambon. Oui, peut-être une ou deux nuances, mais sur l'ensemble, je suis assez d'accord. Une ou deux nuances au sens où quand même, ça va être un mauvais coup pour tout le monde, parce que ça va avoir des conséquences concrètes, financières, économiques. Regardez le problème de la pêche, avec les conséquences que ça a, y compris sur nos pêcheurs en Normandie et dans les Hauts-de-France. Il y a de nombreuses entreprises. Enfin, le résultat, tel que le cherche Boris Johnson, c'est de faire que la Grande-Bretagne, ce soit de l'autre côté du Channel, le Costa Rica ou l'Afrique du Sud. Enfin, c'est ça le principe. En plus, avec effectivement l'idée d'en faire une puissance, un espèce de Singapour face à l'Europe, plus de droits de douane à l'entrée. Il a annoncé, ça c'est beaucoup plus ennuyeux, que les normes européennes ne seraient peut-être plus respectées. Et quand il dit peut-être, ça veut dire sûrement. Donc je pense que quelque part, ça va nous affaiblir. Ça va nous affaiblir déjà parce qu'on va perdre 15% du budget de l'Union européenne, qui était à peu près la quote-part des Anglais dans cette affaire. Je pense que ça va déstabiliser la Grande-Bretagne, car vous avez vu que l'Écosse n'a pas l'intention d'en rester là. Et la Première ministre, Mme Sturgeon, vient de dire qu'elle allait demander un second référendum. Et dans les sondages, nous avons été
été en Écosse récemment, dans les sondages qui ressortent, il y a une prise de conscience de ce que pourrait être l'Écosse seule. Et puis, vis-à-vis de l'Irlande, il faut qu'on soit effectivement très attentif parce qu'une étincelle peut remettre le feu. Enfin, quand vous voyez l'état d'esprit 20 ans après les accords du Vendredi Saint, quand vous voyez que les catholiques et les protestants s'enferment chacun chaque soir dans leur quartier, s'enferment à clé. Hein. Bon, alors certes, ils vont travailler les uns chez les autres, mais chacun chez soi, et c'est pas Dieu pour tous encore. Un mot du couple franco-allemand. Emmanuel Macron et Angela Merkel se retrouvaient aujourd'hui à Toulouse pour le premier conseil des ministres franco-allemands de l'année, mais aussi pour une visite du site d'Airbus. Brexit, offensive turque, politique industrielle, voilà le menu des discussions. À la veille du Conseil européen, évidemment, ce n'est pas anodin. Il s'agit pour eux d'afficher une certaine unité, j'imagine, une certaine force. Caroline Galacteros, est-ce qu'il est encore crédible, ce couple franco-allemand? Est-ce qu'il est encore solide à la veille de ce Conseil européen où là, le Brexit a un peu tout fait basculer? Je pense que non seulement le Brexit a un peu tout fait basculer, le rapport de force entre les puissances dites majeures de l'ensemble européen, mais je crois surtout qu'on devrait en profiter pour créer autre chose que simplement le couple franco-allemand avec les autour de tous ceux qu'on appelle, avec beaucoup de condescendance, les petits pays. Les petits pays, ils n'aiment pas qu'on les appelle petits, ils savent qu'ils sont petits. Ça suffit. Vous êtes d'accord, hein? Et je pense qu'en termes d'influence, parce que moi c'est quand même ce qui me préoccupe, influence de la France et influence de la France en Europe et de l'Europe, nous aurions intérêt à jouer beaucoup plus collectif sur un certain nombre de problématiques, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient défense, qu'elles soient économiques, qu'elles soient même culturelles. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, justement pour sortir de cette espèce de fusée à étages, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des coopérations structurées par groupe sur certains thèmes pour aussi qu'on puisse avancer, parce que si en quelques secondes, c'est une leçon pour le couple franco-allemand, ce qui se passe autour de ce Brexit et cette difficulté à laisser partir le Royaume-Uni. C'est sûr que ça laisse le champ à un renforcement de cette coopération. Le problème et les difficultés que l'on connaît avec l'Allemagne, c'est que d'une part, on n'a pas exactement les mêmes économies, on n'a pas le même système parlementaire. Moi, je le vois dans les problèmes de la défense, où nous avons affaire à une armée parlementaire, et c'est le Bundestag qui est le grand maître des investissements en matière de défense. Et donc, chez nous, c'est le président de la République, le chef des armées, donc ça ne colle pas tout le temps. Mais je pense que dans cette période aussi délicate, puisque c'est un peu la fin du règne de Mme Merkel, une autre équipe va arriver, je ne sais pas du reste laquelle, et on ne sait pas si la grande coalition va survivre, mais je pense que de toute façon, l'avenir est à un partenariat certes renforcé avec l'Allemagne, mais je partage tout à fait votre avis. Il faut élargir à ça. Moi, j'entretiens des relations avec les Allemands. Les pays du Benelux ont aussi des choses à dire. Et même les pays des Balkans et d'Europe centrale qui nous ont rejoints ne supportent pas qu'on les traite, franchement, comme des gens de seconde zone. Et qu'ils se couplent tout en haut. Faut éviter ça parce que c'est vraiment pas bon pour l'Europe. En tout cas, ils ont affiché leur unité aujourd'hui. Il y a un sujet international qui est très peu abordé. Pourtant, c'est à nos portes que ça se passe. Ce sont les émeutes et les nuits entières de heurts en Catalogne. Tout est parti lundi de condamnations de leaders indépendantistes catalans. 9 dirigeants ont pris entre 9 et 13 ans de prison pour tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Et regardez le résultat. Hier soir, 40 000 personnes réunies à Barcelone, 9 000 à Gérone. Il y a eu blocage de l'aéroport lundi, de lignes de train vers la France hier. On vient d'entrer dans un 3e jour de contestation et a priori, ça ne va pas s'arrêter là. Écoutez. Nous avions un peu d'espoir que l'Espagne nous comprendrait peut-être et que nous pourrions essayer de trouver une forme de dialogue, une paix possible, mais je vois que ce n'est pas possible. En voyant comment agit l'Espagne, je pense que cela ne fait rien. Mais nous sommes ici dans la rue pour revendiquer nos droits à la liberté. Christian Cambon, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, pourtant c'est pas loin, c'est le retour d'une crise... C'est-à-dire on n'en parlait plus beaucoup. Oui. Les juges ont eu la main lourde. Enfin, mais moi vous trouvez qu'ils ont eu la main lourde? Ils ont eu la main lourde au sens où ce sont des condamnations qui sont quand même très graves et très importantes. Moi, je suis un indéfectible partisan du dialogue. Et quand il y a des tentations de séparatisme, là, là aussi, il faut remonter à l'histoire. Je pense que seul le dialogue peut résoudre les choses. De nombreux pays ont eu à faire face à cette volonté de régionalisme. Alors là, c'est quasiment une demande d'indépendance parce que c'est une région particulièrement riche et il y a un petit peu le syndrome qu'on retrouve en Italie entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Donc, moi... le sentiment de payer pour les autres. Voilà, je pense qu'il y avait sûrement, mais je parle Saint-Jean-Bouche-d'Or, car c'est des sujets qui sont encore une fois d'une grande profondeur, mais
je pense qu'il y avait la possibilité de dialoguer. Là, les condamnations ont évidemment ravivé l'esprit de contestation et on ne sait pas très bien comment les choses vont tourner. Il faut être très attentif à ce qui se passe parce que ces mouvements de séparatisme qu'on ne connaît que très peu en France, et bon, il y a la Corse. De manière anecdotique. Mais il faut être quand même très attentif à ça. Et dans toute l'Europe. Caroline Garrick-Terros ? Oui, moi je pense que ce sont des mouvements inquiétants. Il n'y a pas que l'Espagne, effectivement, il y a eu la Belgique. On oublie aussi la Belgique, qui s'est quand même aussi, avec ses disparités, à la fois économiques, culturelles, etc. Je crois, alors je suis tout à fait, comme le sénateur Cambon, partisane du dialogue. Mais quand même, je suis aussi assez légitimiste, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'un État central ne peut pas juste accepter de discuter dès qu'il y en a qui veulent faire ci, qui veulent faire ça. Enfin, il y a quand même une structure d'État qui doit être respectée. C'est vrai que les condamnations sont importantes, mais en même temps, ce qui s'est passé en Catalogne, c'était effectivement un appel vraiment à la sécession. C'est allé très très loin. N'oublions pas que le leader est encore réfugié en Belgique, fait l'objet de mandats d'arrêt. Enfin, c'est quand même une situation. Je pense que Madrid peut difficilement faire autre chose que de montrer de la fermeté face à ces manifestants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver, peut-être, dans le statut de la Catalogne, des solutions, si les Catalans ne veulent que cela. Voilà. Un dernier mot pour conclure, Christian Cambon ? Non, sur cette affaire, elle est inquiétante pour l'Espagne parce que, très sincèrement, si vous regardez l'Europe telle qu'elle est, beaucoup de pays sont confrontés à des crises démocratiques. Et dans le même temps, les autocrates, ceux qui vont à la manière forte, tiennent le haut du pavé. En Chine, en Russie, en Turquie, en Arabie Saoudite, même aux États-Unis. Et nous tenons le drapeau de la démocratie parlementaire, mais c'est nous qui prenons toutes les crises. Le Brexit en Angleterre, on a vu les soubresauts en Italie, nous avons eu les gilets jaunes en France. En Allemagne, la fin de l'ère Merkel ne se passait pas si bien que ça. Ce qui fait que dès qu'un pays est un peu déstabilisé, tout rejaillit sur l'ensemble. Et moi, je souhaite une Espagne forte et unitaire, bien sûr. Donc peut-être les voies du dialogue l'emporteront. Et ce sera le mot de la fin de ce match des idées. Merci en tout cas à tous les deux d'y avoir participé. À suivre dans Allons plus loin, le grand débat. Nous revenons ce soir sur cette polémique explosive sur le voile. C'est parti des accompagnatrices scolaires, mais le débat est en train de s'élargir à une vague plus générale d'hostilité au voile et même peut-être aux musulmans. Emmanuel Macron dénonce des amalgames irresponsables. Pas sûr que cela suffise à éteindre l'incendie. On va prendre le temps d'en parler très sereinement avec nos invités dans un instant. Avant cela, les derniers développements avec Cécile Sixou. Il y a eu 2 lois, une en 2004 sur le port du voile à l'école et une en 2010 sur le voile intégral. Mais malgré ces législations, le débat sur le port du voile revient régulièrement sur le devant de la scène. L'incident du Conseil régional de Franche-Comté a réveillé les divisions politiques sur la question. Au sein même de la majorité d'abord, où depuis plusieurs jours, les membres de l'exécutif s'affrontent par médias interposés. Il y a d'un côté le camp du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui estime que si le port du voile lors des sorties scolaires est légal, il n'est pas souhaitable. De l'autre, la ligne de Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, pour qui ces propos sont stigmatisants. Des oppositions légitimes pour Jean-Michel Blanquer. La sortie scolaire, c'est quelque chose d'hybride, parce que c'est pas tout à fait l'école, mais c'est pas non plus tout à fait comme se promener dans la rue. C'est quelque chose d'hybride. C'est donc assez normal qu'il y ait des positions hybrides sur le sujet. Ma thèse est toujours la même, je ne change pas. C'est-à-dire, la loi n'interdit pas l'accompagnement. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit se réjouir du développement du voile dans nos sociétés et des mères d'école accompagnatrices? Non, je ne peux pas m'en réjouir. À droite aussi, l'événement a ravivé les volontés d'interdire le port du voile lors des sorties scolaires. Les élus LR ont ressorti des cartons 2 propositions de loi. Gérard Larcher, lui, interpelle le président de la République pour lui demander d'apaiser le débat. C'est un sujet essentiel où on attend un président de la République qui rassemble, qui fasse que nos compatriotes de religion ou d'origine musulmane se sentent autant partie de la République que les athées, les catholiques ou les juifs.
Outre le monde politique, 90 personnalités ont également demandé dans une tribune à Emmanuel Macron de dire stop à ce qu'ils estiment comme un message de stigmatisation des musulmans de France. Le président, qui a réagi en privé, considère qu'il est irresponsable de faire des amalgames et de stigmatiser une partie de la communauté nationale. Et on va revenir sur ces mots dans le grand débat. Avec nous ce soir, Jérôme Bascher, bienvenue. Vous êtes sénateur LR de l'Oise. Driss Etazaoui, bienvenue. Vous êtes vice-président MoDem de l'agglomération Évreux-Porte de Normandie, vice-président de l'Association des maires des villes et banlieues de France. Alexandre Malafaille, bienvenue, président du think tank Sinopia. Et Florent Vadillo complète ce plateau, président du think tank L'Hétairie, ancien conseiller du garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas et co-auteur de ce livre Les espions de l'Élysée. Merci à tous les quatre d'être ici. Irresponsable de stigmatiser une partie de la communauté nationale et de faire des amalgames. Voilà les mots d'Emmanuel Macron. Il aurait même, d'après France Info, ajouté devant des proches que ces amalgames pourraient conduire à, je cite, la guerre civile. Florent Vadillo, quel est votre avis? Est-ce que vous êtes d'accord avec le chef de l'État? Est-ce que vous saluez cette réaction? C'est un peu la réaction du pompier pyromane. Parce que Emmanuel Macron, d'abord, n'a pas repris son ministre de l'Éducation nationale, qui a été celui tout de même qui a porté le fer dans la plaie, et qui, y compris en acceptant de fracturer la majorité, dont on sait qu'elle est extrêmement sourcilleuse sur ces sujets-là. Enfin, là, il dédie son ministre. C'est une manière de le désavouer, de siffler la fin de la partie. Édouard Philippe l'a fait également, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas vu de la part du ministre de l'Éducation nationale un acte quelconque de contrition, de retour en arrière, un retrait vis-à-vis de la demande qu'il avait faite publique de traduire le député Taché devant les instances de l'REM. Au demeurant, il a ouvert le cycle il y a quelques jours sur la société de la vigilance. Avec cette idée que des signaux faibles pouvaient être annonciateurs d'une radicalisation et surtout d'un passage à l'acte violent, sans même créer de césure entre le principe de radicalisation, de pratique de l'islam ou de passage à l'acte violent. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron est aussi responsable d'une situation qu'il a créée. Il a installé comme seul débatteur en France face à lui le Front National en reprenant ces thèmes et en essayant plus ou moins de se positionner sans que l'on comprenne véritablement s'il courait après ou s'il courait devant. Donc je comprends que le président de la République siffle la fin de la récré. Il a raison. Le climat est délétère, il ne peut rien en sortir de bon, sauf qu'il est aux responsabilités depuis 3 ans, et depuis 3 ans, il n'a cessé de jeter de l'huile sur le feu. Donc c'est un peu surprenant comme démarche de fin de cour de récré. Et c'est ce que dit cette tribune qui a été signée par plusieurs dizaines de personnalités dans le monde. Jusqu'où laisserons-nous passer la haine des musulmans? Voilà ce que demandent ces 90 personnalités. Il y a une haine des musulmans qui tombe, vous diriez, Driss Etazaoui? Écoutez, moi j'ai le sentiment qu'on est passé d'une société de la vigilance à une société de la suspicion. J'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que la parole est totalement débridée, qu'il n'y a plus de tabou et que les gens s'expriment comme bon leur semble, sans craindre la loi, sans craindre la justice, et qu'il est de bon ton aujourd'hui de jeter l'honneur d'une communauté, 6 millions de nos concitoyens, de confession musulmane, aux chiens. Et aujourd'hui, on le sent. Il suffit de lire. C'est un climat que vous sentez. Absolument, c'est un climat délétère. Mon collègue le disait, qui est encouragé au plus haut niveau de l'État. Quand le ministre de l'Éducation nationale nous dit clairement, sans détour, attention, quand des petits garçons ne tiennent pas ou ne prennent pas par la main des petites filles, c'est déjà là un premier signe de radicalisation, donc j'attends un signalement. Quand le ministre de l'Éducation nationale nous dit, moi j'ai des remontées d'informations comme quoi les petits garçons ne s'assoient pas dans les écoles élémentaires sur des chaises rouges parce que c'est la couleur du diable, je veux dire, pour un homme de savoir, c'est insulter quand même son intelligence. Moi je rappelle juste que la plus belle et la plus grande des mosquées au monde, qui s'appelle l'Alhambra, tire son nom de sa couleur rouge. Donc pour un ministre proférer de tels propos, écoutez, c'est immédiatement finalement faire le jeu du Front National. Je suis assez d'accord avec mon collègue, je pense que le président de la République a une part de responsabilité dans le climat délétère. On l'attendait beaucoup sur la question de la laïcité, c'est un sujet sur lequel il était attendu. Et dont on attend toujours le discours. Et il cautionne aujourd'hui, j'ai le sentiment, que ce soit les propos de Castaner sur les signes faibles de la radicalisation, ou les propos de son ministre de l'Éducation nationale, il serait de bon ton, de bonne loi, qu'ils le disent clairement, fermement et dignement. Énorme responsabilité de ce gouvernement, Jérôme Bascher, dans cette affaire? Pas que, il faut quand même bien voir la lente déliquescence, on ne peut pas me soupçonner de soutien à ce gouvernement, la lente déliquescence sur ce sujet et le fait que, du coup, on a laissé, allez, je vais être un hurluberlu, je vais être
très gentil, crée une immense polémique au Conseil régional. Vous parlez du RN, Julien Audoul ? Je ne veux pas citer son nom. D'accord. Voilà, de cet éminent membre du Rassemblement national qui, je pense, reflète totalement... qui a été recadré au sein de son parti. Oui, il est même recadré au sein de ce parti. Vous voyez, il est, je pense, en phase de radicalisation au sein du RN, c'est dire où on en est. Et donc, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Au-delà de la boutade, il y a des choses qu'il faut comprendre. Il faut savoir pourquoi il y a une maman voilée qui accompagne. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est régulier? Et quel est le problème réel? Pour placer les choses, je pense, dans le contexte. Il y a 30 ans, ça ne posait pas de problème. Ça ne posait pas de problème parce qu'il n'y avait pas d'endroit dans la République où il n'y avait que des mamans voilées pour accompagner les enfants. Et donc, c'était une maman parmi d'autres. Or, aujourd'hui, on a laissé se créer ici et là, bon gré, mal gré, je n'accuse personne. Des quartiers et des communautés complètes. Et si vous allez à un exemple qui est très parlant pour qui connaît un peu l'histoire de Sarcelles, à Sarcelles, avant on avait un quartier plutôt juif, plutôt un quartier arabo-musulman, je vais le dire comme ça, mais qui est vraiment là aussi... Aucune ambiguïté dans votre... Non, c'est des raccourcis un peu grands. Mais tout ça se passait très bien. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est bien un sujet. Et dans ces écoles, aujourd'hui, il n'y a plus que des mamans voilées pour accompagner. Il n'y a plus d'autres mamans. Et c'est ça le problème. C'est quand vous n'avez plus la diversité. C'est ça le vrai sujet. Je vais vous donner la parole dans un instant, Alexandre Malafaye. Je voudrais juste qu'on écoute le sénateur Martial Bourquin ce matin dans Bonjour chez vous, qui est allé encore plus loin pour définir la façon dont il voyait ce sujet, dont il percevait cette polémique. Pour lui, c'est purement et simplement du racisme. Il répondait aux questions d'Oriane Mancini. Écoutez. Il faut vite revenir à la raison, mais surtout faire taire cette parole raciste. Je sais comment ça commence. Aujourd'hui, on a jeté l'opprobre sur cette dame. Demain, ça sera pire. Alexandre Malafaye. Le sujet est éminemment délicat et inflammable. Je pense que ce serait quand même insulter l'avenir en disant qu'avec l'islam en France et dans le monde, il n'y a pas de problème. On a une problématique de fond qui est qu'une partie de l'islam est adossée à un projet politique. Alors pas chez nous, par chance, mais on voit bien quand même que dans un certain nombre de pays du monde, c'est la réalité à laquelle on est confronté. Par ailleurs, on voit que nous, on a une loi qui a fait en sorte de séparer les choses, si je puis dire, ce qui est relevé de Dieu et ce qui est relevé des hommes, il y a un peu plus d'un siècle, mais elle a été faite dans un contexte. On a mis un siècle aussi, pratiquement, voire un peu plus, à la bâtir. Et cette loi, elle donnait des moyens et des prérogatives, des droits et des devoirs aux uns et aux autres, mais qui étaient correspondants à une époque. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a quand même dans cette loi des dispositions particulières qui pourraient, si elles étaient un jour retouchées, aider à régler une partie des problèmes. Je pense notamment à la formation du personnel religieux au sens large du terme. Et aujourd'hui, on est entravé par rapport à cette loi de 1905 qui ne nous permet pas d'aller assez loin comme on voudrait y aller pour peut-être permettre que ce qui doit se transformer se transforme. Et après, je vais aborder la question qui est très délicate de ces fameux voiles. Je vais prendre un peu de recul par rapport au voile, mais parce que ce qui me paraît important, et là encore j'essaye de me placer à la place des Français, au quotidien on voit bien que c'est un sujet clivant. Le sondage hier sur le port du voile montrait que 66% des familles françaises, 2 tiers disaient non, on ne veut pas de ça à l'école. Bon, donc enfin en tout cas pour les accompagnatrices scolaires, donc ça pose une question quand même sur le fait que l'opinion dit quelque chose. Bon. Mais la problématique de fond auquel moi je crois on est confronté, et auquel tout le monde est confronté, sur laquelle il faut s'interroger, c'est à partir de quel moment le signe extérieur religieux devient un signal. À quel moment il envoie un message politique, vous voulez dire? Un message politique, un message de soumission, un message... Parce qu'a priori, le premier message, c'est une femme qui veut couvrir ses cheveux par pudeur. Je me détache volonté du cas d'hier, je prends du recul en disant, voilà, à quel moment le signe est un signal? Est-ce que le signe devient un signal de radicalisation? Est-ce que c'est un signal de commencer à vivre en marge des principes républicains, avec un projet de société divergent porté par les uns, porté contre? Et il n'y a pas que les musulmans qui sont comme ça, je termine, hein. Il n'y a pas que les musulmans qui sont comme ça. Vous avez des gens qui vivent en marge de la société, qui sont ultra écolos, qui sont très à droite, très à gauche, et qui ont un projet complètement divergent, mais à quel moment ces signaux deviennent des signes de divergence républicaine, et comment on fait pour arriver à les traiter? J'ai une proposition, mais j'y viendrai après. Et à partir de quel moment est-ce que ces signaux entraînent aussi, ou sont susceptibles d'entraîner la délation? Moi, ma maman, elle est voilée. Elle porte un foulard sur la tête. Et ma maman, elle ne sait pas ce que c'est que l'islam politique.
Elle ne sait pas ce que c'est que le salafisme, comme beaucoup, et comme même, j'ai envie de vous dire, la très très grande majorité. Par contre, demain, à ma maman, vous allez lui expliquer qu'elle ne pourra plus accompagner ses petits-enfants à l'école, eh ben, croyez-moi, elle ne va pas comprendre pourquoi. Et elle va s'interroger. C'est ça le sujet. Je veux dire, au nom de la lutte contre le terrorisme, nous sommes tous préoccupés. Au nom de la lutte contre les attaques, on ne peut pas humilier, stigmatiser, pointer du doigt une communauté. C'est en cela que je dis qu'il faut faire très 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 attention. Alors justement, c'est intéressant que vous disiez ça. On va essayer d'être très concret et qu'on s'intéresse à ce que vivent les acteurs de terrain et les élus. Alexandre Poussard, vous êtes en salle des conférences avec la sénatrice La République En Marche, Françoise Cartron, qui, il se trouve, a une longue expérience dans l'éducation nationale. Françoise Cartron, dans votre expérience d'institutrice, également de directrice d'école en zone d'éducation prioritaire, est-ce que vous avez eu un problème avec ces sorties scolaires et ce port de signes religieux ? Alors d'abord, je trouve que la question est mal posée parce que là, on est en train de remettre une polémique dont l'école n'a pas besoin et dont même la société n'a pas besoin. Stigmatiser une population avec justement sur le support de l'école est, je crois, quelque chose pour moi qui est très négatif. Mais de mon expérience personnelle, je pense aussi que le problème est mal posé parce qu'on pose le problème alors des mamans accompagnatrices. Déjà. Donc moi j'aimerais qu'on pense aussi au papa et qu'il puisse y avoir une mixité dans les accompagnateurs. Ça c'est mon petit coup pété féministe. Et puis le deuxième problème c'est justement quand les parents accompagnent les sorties scolaires, on nous dit si on interdit le voile, demain on ne pourra plus faire de sorties scolaires. Alors ça c'est un mauvais argument. Alors interdire le voile c'est pas le sujet, mais c'est un mauvais argument parce que moi qui ai pratiqué beaucoup de sorties scolaires, je vois bien que quand un parent accompagne, il n'y a pas suffisamment de distance entre le parent et son enfant. Le parent qui accompagne, il doit s'occuper des autres enfants. S'il est là, c'est en support de l'enseignant pour sécuriser un groupe. Et là, il y a une réaction affective qui est forcément forte, c'est normal. Et donc, moi, je prône plutôt, au lieu de prendre ce sujet par ce bout-là, posons-nous la question de comment faire que les sorties scolaires se passent bien. Et avec qui ils doivent être accompagnés? Avec des animateurs qui existent partout dans toutes les communes de France qui font le périscolaire et qui là, ce sont des professionnels pour accompagner pendant le temps scolaire. Et comme ça, on arrêtera de polémiquer. Donc vous voulez mettre fin aux parents d'élèves accompagnateurs dans les sorties? Ah, moi je crois. Je crois que ce n'est pas une bonne solution. Je l'ai vécu parce que c'est compliqué pour le parent d'élève, mais c'est compliqué aussi pour l'enfant. Parce que l'enfant, lui dire « mais ton père ou ta mère, ils sont là pour s'occuper des 10 autres », c'est quelque chose auquel il n'est pas préparé. Très bien, très bien. Mais en tout cas, une solution originale qui mettrait fin directement à cette polémique. Voilà. Merci beaucoup, Françoise Cartron, pour votre témoignage. Merci beaucoup, Alexandre. C'est peut-être une idée, Jérôme Bascher. On met fin à la polémique en arrêtant, en ne laissant plus les parents accompagner les sorties scolaires. Il y a plusieurs solutions. Vous interdisez le voile par la loi, vous interdisez les sorties scolaires, vous faites faire les sorties scolaires par d'autres personnels. Par des animateurs. Par des gens qui sont sous le statut. Et c'était le sens de la proposition de loi que j'ai déposée, moi, en mars 2018, qui était l'amendement que nous avons fait passer au Sénat lors de la loi Blanquer sur la loi de confiance, et qui ressort là, aujourd'hui, avec la proposition de loi de ma collègue Eustache-Brinio. Tout ça, mais ce n'est peut-être pas la bonne solution. Ça méritait de réfléchir à la question et au moins de se poser la question à quel moment cela devient-il un problème. C'est dommage qu'on ait eu besoin, non, on n'en avait pas besoin. De cet incident pour en parler ou en reparler. Et encore une fois, chez moi, dans l'Oise, à Creil, chez moi, et là où ça a commencé, moi j'étais lycéen à ce moment-là, à 10 km de là. Peut-être expliquer ce qui s'est passé pour noter. C'était la première fois qu'il y avait, oui c'est vrai que c'est le monde ancien lorsqu'on est au CA, mais au collège Gabriel Havès de Creil, en 1989, sur le plateau de Creil, 2 jeunes filles ont été exclues du collège pour porter un voile. Ça a été déjà un premier sujet et on ne pouvait pas suivre. Je connais bien le principal de l'époque, M. Ernest Chénière, et je peux vous dire que ce n'était pas du tout quelqu'un de raciste, de quoi que ce soit. C'était la première fois qu'on posait le sujet. Depuis, le sujet continue à se poser au lycée, à l'université, les mamans. Mais tout cela. Effectivement, quand on dit, il y a 30 ans, on voyait, votre maman.
Oui, ça ne posait aucun problème. Ça ne posait aucun problème et tout le monde l'acceptait. Donc on voit bien qu'il y a un sujet aujourd'hui d'acceptation et aujourd'hui le sujet a totalement basculé et ce n'est plus un sujet, et c'est assez intéressant, qui est un sujet français contre étranger, mais parce que c'est un sujet français contre français. Oui, et on voit bien et là c'est donc qui est un problème tout aussi grave, mais on voit bien que le sujet est en train de basculer, et c'est ce qu'essaye de faire le Rassemblement national. Il faut trouver d'autres solutions. Moi, je suis assez sensible à la proposition de Mme Cartron de trouver d'autres accompagnateurs si on dit que c'est ça la priorité de la laïcité, si on dit que c'est ça. Moi, je remarque que Françoise Cartron est habile, elle est intelligente, on la connaissait, et je ne doute pas que sa proposition soit intelligente. Mais enfin, arrêtons de poser d'autres questions que les questions qui se posent. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir comment les sorties scolaires doivent s'organiser. Je n'ai pas entendu que les responsables politiques se jettent des anathèmes à la figure parce que les sorties scolaires, il faut qu'il y ait... tout ça, c'est quand même noyer le poisson. La question est quand même assez simple. Quelle conception a-t-on de l'espace public et quelle conception de la laïcité a-t-on dans l'espace public? C'est-à-dire, veut-on l'absence totale de signes ostentatoires de religion, et je dis totale parce que quand on commence, j'ai entendu le discours, j'oserais dire si j'étais provocateur jésuite d'Alexandre Malafaille, c'est un signal n'est pas un signe, non. Un certain voile et pas un autre. Oui, mais parce que dans ce cas-là, est-ce que la croix pectorale catholique qui déborde légèrement mais qui fait moins de 10 cm est un signe ou un signal? La kippa est-elle... Non, tout ça n'a pas de sens. Est-ce que, oui ou non, dans l'espace public, on peut porter des signes ostentatoires de religion qui sont du domaine de la sphère privée et que l'on exporte dans la sphère publique? C'est le seul débat qui compte. S'y ajoute un deuxième débat qui biaise l'ensemble de ce premier débat sur de la laïcité, sur lesquels des comportements républicains pourraient voir le jour. Il n'y a pas de honte à dire qu'on veut l'absence totale de signes ostentatoires de religion dans la rue. Tout signe. Ça ne fait pas de soi un fasciste, mais posons ce débat-là. En revanche, le problème... Ça complique un peu nos villages et les églises et les mosquées, et un peu les synagogues, et un peu tout le reste. Une église n'est pas une personne. Non, moi, je ne parle que des personnes. Mais s'y ajoute un problème. C'est que aujourd'hui, en fait, on ne parle pas de l'islam, on ne parle pas du voile, on parle des musulmans et de leur place en France. Et ça m'amuse d'ailleurs d'entendre dire le terrorisme accroît la pression, etc. En 89, il n'y avait pas d'attentat terroriste. La circulaire Bayrou de 93, elle est prise dans un contexte où il n'y a pas d'attentat. Aujourd'hui, le terrorisme est un masque supplémentaire pour expliquer une islamophobie, disons-le. Et on voit très clairement des gens qui ont un regret d'une France blanche catholique. C'est un thème, on peut le décider, mais c'est un thème d'identité nationale, et discutons-le. J'en terminerai par un troisième élément. On jette un peu Je crois que là, vous facilement... avez tort sur ce point. Ce n'est pas que le regret de la France blanche et catholique. Et si vous parcourez un peu le pays, comme on peut le faire avec les uns et les autres, je vais vous dire, les élus, y compris de gauche, vous disent clairement, il y a un problème. La présomption de parisianisme, monsieur le sénateur, est mal tombée, mais c'est pas grave. Je finirai Elle est peut-être mal tombée, mais je peux vous dire que moi, les élus, je les rencontre et ils vous le disent. Sur un troisième point qui est important, c'est que aujourd'hui, on a en fait un débat biaisé parce qu'on ne veut pas en poser les termes qui sont en réalité des termes d'un débat public qui nécessite de se saisir du thème de l'identité. Et que chacun porte un projet de ce qu'est une identité nationale. Ce que faisait la Troisième République. Ou de faire société. Se pose en tout cas, effectivement, pour certains, la question d'une nouvelle loi. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, veut interdire le voile aux mères accompagnatrices de sorties scolaires. Je précise qu'il en avait eu l'idée bien avant l'épisode du Conseil régional. Voilà mars 2018, il est co-signataire de ma proposition de loi que j'ai ici. Et il nous dit dans l'Express qu'il s'agit d'étendre la loi qui interdit à un professeur ou un instituteur de porter un signe religieux ostentatoire dans une école publique aux accompagnateurs de ces sorties scolaires qui ne sont qu'un prolongement, dit-il, du temps scolaire. Sauf que voilà, le texte a été retoqué en mai dernier en commission mixte paritaire, pardon pour le terme technique, et qu'Édouard Philippe, lui, a répété au Sénat tout à l'heure qu'il était absolument hors de question de faire une nouvelle loi. Mais cette loi n'a pas dit que le voile était interdit à l'université. Elle n'a pas dit que le voile était interdit dans le cadre des sorties scolaires lorsque des parents accompagnaient bénévolement, volontairement, une sortie scolaire. Mesdames et messieurs, c'est la loi et c'est la jurisprudence constante. Et rappelez, et Monsieur le Président,
il me semble que rappeler la loi de façon précise dans l'hémicycle au Sénat n'est pas quelque chose d'inutile et n'est certainement pas quelque chose de critiquable. Alexandre Malafaille. Et d'abord, je crois pas que la société française devienne de plus en plus islamophobe. Je pense qu'en revanche, la société française est de plus en plus traversée par des peurs qui sont nourries par des réalités du quotidien, par des menaces, des attentats, mais pas que. Et un problème de compréhension mutuelle qui grandit. Et quand Gérard Collomb quittait le ministère de l'Intérieur, il disait qu'on est en train de vivre de plus en plus les uns face aux autres et que l'affrontement n'était pas loin. Le président de la République a l'air préoccupé par cette problématique-là aussi. Il a raison. Le problème, c'est qu'on est sur le sujet de l'islam encore en France. Et dans un pays comme la France, on pourrait sans doute essayer d'aller plus loin. On est encore à entretenir trop d'ambiguïté. C'est très difficile, effectivement, la question des signes et des signaux. Mais il n'empêche que si vous ne traitez pas la question de la transformation du signe en signal, et à un moment donné la capacité à repérer les choses, comme on aurait peut-être pu le faire, mieux le faire à la préfecture de police de Paris, vous laissez de côté une partie du problème et vous avez tort de le laisser de côté. Après, c'est très compliqué de ne pas tomber dans l'amalgame. Séparer le bon grain de l'ivraie, c'est absolument impossible. En revanche, donc je ne crois pas que la loi réglera tout, même si de temps en temps on peut sans doute améliorer des dispositifs, comme j'ai dit tout à l'heure sur la loi de 1905. En revanche, je pense qu'il y a, à mon avis, dans l'état de la société aujourd'hui, compte tenu du fait que quand même se pose l'essentielle question de comment on va vivre ensemble demain et après-demain, comment on va faire cette nation française avec cette évolution majeure. On n'a pas subi transformer une nation aussi rapidement. Aujourd'hui, vous parliez de 6 millions de population musulmane, ça s'est construit en 50 ans, enfin en tout cas d'origine arabo-musulmane, c'est énorme. C'est un morceau important de la société et en plus pas forcément dilué sur tout le territoire. Donc ça pose des vrées questions. On les affronte ou on les affronte pas. Et je veux dire simplement que sur ce point-là, sur les 1500 quartiers prioritaires de France. C'est vrai, nous sommes d'accord. Et ce qui est un vrai sujet, il y a on pourrait revenir sur les causes profondes de tout ça. Il n'y a aucun sujet pour moi tabou en la matière. Mais je veux dire simplement que je crois que les tenants de l'islam de France auraient intérêt à se comporter peut-être ou à diffuser des messages de responsabilité aux uns et aux autres, pour sortir de l'ambiguïté, pour appeler au refus de la provocation. Je parle tous ceux qui peuvent parler au nom de l'islam, même s'il n'y a pas de clergé en tant que tel. Je parle des imams, je parle des figures politiques ou des figures en tout cas reconnues, des personnalités qui pourraient dire par exemple sur la question du voile, qui pourraient simplement poser la problématique. Écoutez, Dalil Boubacar pourrait le faire. Mais pourrait dire écoutez, pourquoi pas encourager en disant nous sommes dans une période de tension. La raison pour laquelle elle le fait. Oui, mais peut-être qu'il faut aussi accepter. Mais peut-être qu'il faut aussi accepter que ça véhicule aussi dans certains cas l'idée d'un contre-projet, pas seulement, mais ça peut véhiculer l'idée d'un contre-projet. Et qu'en l'état de la tension de la société, peut-être que chacun devrait faire un pas dans la direction de l'autre. C'est juste ça que je dis, c'est l'appel à la responsabilité des uns et des autres. Sinon, je pense qu'on va vivre ensemble les uns contre les autres encore très longtemps avec tous les risques inhérents à cette problématique. Alors, vous me regardez en disant tout ça, et moi je pense ce que vous dites, mais je vous dis juste, je précise que je suis un élu de la République. Ben oui, moi je suis français. Vous avez le droit. Non, mais je vous le dis, non, c'est pas que j'ai le droit, c'est que je le suis. Donc je vous demande pas de m'arroger le droit. Maintenant, le sujet qui est le nôtre, je vous le dis, le sujet qui est le nôtre. Vous parlez des peurs qui sont alimentées, vous avez raison de dire qu'elles sont alimentées par une réalité. Elles sont également, j'aurais aimé que vous le disiez, qu'elles sont alimentées aussi par du fantasme, mais aussi par des semeurs de division. Voilà. Il y a des gens, on l'a vu, pour lesquels dans des chaînes tous de les télévision... domaines, dans tous les domaines, cher monsieur. Pas que dans le domaine... Est-ce que vous pouvez souffrir que je termine mon propos de la même manière que j'ai souffert que vous terminez le vôtre? Vous avez souffert? Non, mais moi je... Vous avez souffert? Voilà, non, mais laissez-moi terminer. Donc je vous disais que la peur... Vivre ensemble, à alimenter. Les semeurs de division, ils existent aussi, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, au sein de la communauté, vous savez ce qui se dit? Demain, c'est les mamans qui accompagnent les sorties scolaires. Après-demain, ce sera ceux qui portent la barbe. Après-demain, ce seront ceux qui vont à la mosquée, en particulier qui vont à la mosquée le vendredi. C'est ça en fait quoi. L'inquiétude, c'est de se dire, il y a tout un emballement, parce que dans les signaux faibles de radicalisation que nous livre Castaner, le ministre de l'Intérieur, c'est aussi ça. Quand il nous dit, attendez, une activité accrue durant le mois de Ramadan, mais c'est ignorer ce que c'est que le mois de Ramadan pour cette communauté, puisque c'est effectivement le mois dédié d'adoration et de retour à Dieu. C'est un mois d'effort. Il avait parlé de la pratique régulière et ostentatoire de la prière parmi les... Voilà, et il a parlé du mois de Ramadan. Vous comprenez? C'est aussi ça qui inquiète nos concitoyens. C'est aussi ça qui fait peur à la France. Et là, on va vers une société fragmentée. Comment on sort de ça? On va vers une société fragmentée. D'un côté, on dit à nos concitoyens, attention, l'islam est susceptible d'être vu comme une menace. Et de l'autre côté, on humilie les musulmans. Mais les musulmans, c'est pas des musulmans. Il veut qu'on les regarde comme des Français. Une question. On sort de ça. On sort de ça comment? Par quoi? La tolérance extrême. Et on veut pas qu'on les soustrait à la nation. On sort de ça comment? On est d'accord. On sort de ça comment? Est-ce que c'est la tolérance extrême? Et parce que je suis français, vous ne répondez pas à ma question. Vous ne voulez pas y répondre. Je vais répondre. Laissez-moi terminer. Rapidement, parce mais les lois de la République, je m'y conforme.
mais ne me reniez pas la foi qui est la mienne et la pratique de la foi. Personne ne vous la renie. C'est juste ça. Je suis respect de la laïcité. Non, ce qui est important maintenant, si on essaye d'éviter les polémiques, moi j'ai fait ces propositions de loi, je ne pense pas que tout se règle par la loi et que ce soit une panacée. Je vais vous dire les choses très simplement. Je crois à la laïcité. J'ai une proposition de loi sur interdisant les signes prosélytes à l'université au même titre que c'est le cas dans les écoles de la République. Je ne suis pas sûr que ce soit ça la solution, l'alpha et l'oméga. Mais ce qui est important, c'est que chacun trouve des solutions. Et moi, je demande très clairement, et je l'ai écrit dans un tweet qui n'est pas très heureux, mais bon, peu importe, c'est le fait que les musulmans de France, moi j'en appelle aux musulmans de France, c'est par eux que viendra la solution. Elle ne viendra pas des autres. Mais laquelle? Celle dont non, de celle de bien vouloir... de faire en sorte que ce ne soit pas replié sur une communauté et de s'ouvrir. Et le vrai sujet, le vrai sujet, il est là. Non, le vrai sujet, il est là. Des croyants de s'exprimer sur le vice, l'idéologie folle et furieuse d'une poignée d'individus. Ils doivent le dénoncer comme les catholiques devaient le dénoncer sur les catholiques extrémistes. Au geste de ceux qu'ils dénoncent. Terrorisme, on parlait de vivre ensemble. Mais c'est bien ça. Le sujet, c'est vous. C'est vous qui l'avez. Si vous permettez que je finisse aussi, c'est vous, et vous l'avez dit juste, et vous l'avez dit de manière très juste. Le fait que les communautés musulmanes soient dans les 1500 quartiers prioritaires de France. Et c'est là le sujet aussi. C'est que du coup, il y a un enfermement, une communauté et un communautarisme forcé. Et c'est de cela, moi j'appelle à sortir, j'allais dire, si c'est possible, c'est facile à dire, mais c'est de cela dont il s'agit, c'est de se retrouver et que les Français se rencontrent et veulent bien tous faire société et non pas dire j'ai mon droit tout seul. Non, le droit de la société, il est supérieur au droit individuel. Il nous reste quelques minutes, juste un mot. Florent Vadillo, Matignon refuse donc une nouvelle loi. En revanche, réfléchit sérieusement à étendre le principe de neutralité à tous les élus locaux. Pourquoi? Il est apparu un phénomène récemment, celui des listes communautaires aux dernières européennes. Et la même chose se profile pour les prochaines municipales. L'Union des démocrates musulmans français est en train de monter des listes dans une 50aine de villes. Et a priori, ça panique quelques élus. D'abord, on découvre qu'il n'y a pas d'obligation de neutralité pour les élus locaux. C'est bien ça? C'est le premier élément, mais en fait, si vous me permettez de passer au débat qui me paraît plus général, c'est quel encadrement veut-on de la volonté générale et du suffrage universel? C'est-à-dire que est-ce que l'on souhaite contraindre le vote des électeurs a priori, et donc en fait ne pas permettre à ces listes d'exister, c'est juste mettre le couvercle sur la marmite et ne pas savoir ce qu'est justement l'islam politique. Donc il vaut mieux les laisser se présenter. Mais c'était le même débat dans les années 85-86 pour savoir s'il fallait interdire ou pas le Front National. C'était le même débat, sur les mêmes termes. Donc on rejoue en fait un cycle infernal parce qu'on se dit que pour éradiquer une réalité, il n'y a rien de mieux que de l'occulter. Donc allons plutôt à l'origine de pourquoi ces listes communautaires se montent, combattons-les d'un point de vue programmatique, elles ont des programmes, allons-y très clairement. Et c'est une question d'urbanisme, c'est une question aussi de travail, parce qu'il faut aussi voir le taux de chômage dans ces quartiers prioritaires, c'est important. Et je voudrais quand même rebondir sur le fait qu'il nous reste moins d'une minute, je vous avertis. Et j'irai vite pour laisser la parole. On dit toujours qu'on refuse le communautarisme, mais on appelle toujours la communauté à s'exprimer. C'est quand même paradoxal. Donc on veut créer une communauté quand ça arrange pour dénoncer le communautarisme. Il n'y a pas... les musulmans n'ont pas à justifier... Oui, mais les musulmans n'ont pas à justifier l'acte de certains, de la même manière qu'on n'a pas demandé aux catholiques de s'excuser des extrémistes, de ceux qui manifestent devant les cliniques qui pratiquent l'avortement, ou encore de ceux qui, au nom du catholicisme, ont fait de la casse à Paris à l'occasion, en marge du cortège de la manif pour tous. Donc on ne demande aux musulmans de s'excuser finalement parce que finalement ils sont musulmans, parce que les autres, on ne demande jamais aux autres communautés de s'excuser pour le compte des autres. Je trouve ça un peu surprenant. C'est vraiment un sujet important parce que j'ai appelé beaucoup d'élus locaux, parce qu'on travaille sur une tribune dans un ensemble d'élus locaux justement pour dénoncer le climat délétère dans lequel par lequel le pays est traversé aujourd'hui. Et vous savez ce qu'ils me disent? J'en ai eu au moins une cinquantaine de matins. Non seulement j'ai peur, mais pour un certain nombre d'élus locaux, ils sont engagés sur les municipales. Et vous savez aujourd'hui, leur opposition, ils brandissent l'épouvantail du communautarisme, de l'islamisme, etc., pour les délégitimer. C'est ça. Et on vous réinvitera pour en parler, c'est un sujet intéressant. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Demain à 7h30, vous retrouvez Oriane Mancini, comme tous les matins, dans Bonjour chez vous. L'invité politique sera Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonne soirée sur Public Sénat.